À ce webinaire consacré aux huiles et fuites de coupe. Je me présente, Anne Luminor, responsable du laboratoire de chimie toxicologie de la CARSAT Hauts-de-France. Pourquoi la réalisation de ce webinaire? La CARSAT Hauts-de-France cible, entre autres, ses actions vers les secteurs de la mécanique, de l'usinage, du décolletage, notamment dans le cadre du programme national Risque Chimique Pro, avec une centaine d'établissements concernés par l'utilisation des huiles et fuites de coupe. Pour ces secteurs et ces métiers, l'utilisation des huiles et fuites de coupe présente un certain nombre de risques pour lesquels des solutions de prévention existent afin de réduire la dangerosité des produits et l'exposition des salariés. Afin d'aborder ces solutions, le laboratoire de chimie toxicologie et le centre de mesures physiques de la CARSAT Hauts-de-France vous proposent ce webinaire sur les huiles et fuites de coupe. Au programme du webinaire, quelques mots sur les missions principales de la CARSAT Hauts-de-France. Ensuite, je passerai la main à Philippe Puche, contrôleur de sécurité au laboratoire de chimie, qui expliquera comment identifier et repérer les huiles et quelles sont les mesures de prévention associées. Ensuite, Sylvain Vaniscott, contrôleur de sécurité au centre de mesures physiques, vous parlera de la démarche d'un projet en ventilation avec la conception d'une installation. Un temps d'échange sera ensuite consacré aux questions-réponses qui seront relevées dans le chat au fil du déroulé de la présentation. Je vous invite donc à formuler vos questions au niveau de la bulle de conversation en haut à droite de votre écran. Je vous souhaite un bon webinaire. Quelques mots sur les missions principales de la CARSAT Hauts-de-France. La CARSAT, Caisse d'assurance retraite et de santé au travail, est un organisme de sécurité sociale. C'est un établissement privé chargé d'une mission de service public. La CARSAT Hauts-de-France est près de 1600 salariés en charge de trois grandes missions. Première grande mission, la préparation et le paiement de la retraite des salariés du régime général et récemment, donc depuis le 1er janvier 2020, des indépendants. Deuxième grande mission, la prévention et la tarification des risques professionnels. Troisième grande mission, l'aide et l'accompagnement des assurés en difficulté. Le département prévention et tarification des risques professionnels a pour mission de prévenir les risques professionnels et engager les entreprises dans la prévention, cibler les risques majeurs, fixer les taux de cotisation des accidents de travail et des maladies professionnelles. Pour ce faire, les équipes interviennent en entreprise et auprès des partenaires pour contribuer à réduire les risques d'accidents de travail et maladies professionnelles et améliorer les conditions de travail des salariés. Pour accompagner les entreprises, nous pouvons proposer des aides financières en fonction de la taille de l'entreprise, de son code risque, de son secteur d'activité. Le service prévention s'appuie également sur son service formation, son laboratoire de chimie toxicologie et son centre de mesures physiques. La CARSAT Hauts-de-France est dotée d'un laboratoire de chimie toxicologie et d'un centre de mesures physiques regroupés sous l'appellation unité technique. Ces deux unités interviennent sur les départements du Nord, Pas-de-Calais, Aisne, Somme, Oise. Leurs missions principales sont d'objectiver les risques, de conseiller, d'accompagner l'entreprise dans leur domaine de compétences, de contribuer à la conception de solutions de prévention adaptées en entreprise, de former, informer les entreprises sur les risques physiques, chimiques et biologiques et sur les moyens de prévention, de contribuer aux études de l'INRS, aux campagnes nationales et régionales afin de faire évoluer une profession, d'alimenter les bases de données d'exposition professionnelle. Le laboratoire de chimie est composé d'une équipe de préventeurs appelés contrôleurs de sécurité et de techniciens de laboratoire. Le laboratoire de chimie peut effectuer et analyser des prélèvements atmosphériques d'air des lieux de travail pour évaluer le niveau de concentration de l'exposition d'un salarié à un agent chimique ou biologique et préconiser ainsi des mesures de prévention adaptées. Le CMP
est quant à lui composé d'une équipe de contrôleurs de sécurité. Il contribue entre autres à la prévention des nuisances physiques engendrées par le bruit, les vibrations, les contraintes thermiques, les rayonnements ionisants et non ionisants, les rayonnements optiques artificiels, ainsi qu'à la prévention des nuisances chimiques par son expertise en matière de ventilation et d'aérolique. Il agit également pour la maîtrise des ambiances et conditions de travail dans les domaines de l'acoustique, de l'éclairage, des ambiances thermiques et de la glissance des sols. Après ce tour rapide sur les missions de la CARSAT Hauts-de-France, je passe la main à Philippe Huche, contrôleur de sécurité au laboratoire de chimie, pour la partie suivante, c'est-à-dire identification et repérage des huiles et des mesures de prévention associées. Philippe, je te laisse la main. Donc, Philippe Huche, donc, je suis contrôleur de sécurité au laboratoire de. Donc, nous allons dans des huiles et tout d'abord le décor au travers de quelques chiffres au niveau des expositions. C'est vrai que des huiles, cependant, il y a un certain nombre de secteurs privilégiés où on rencontre plus les huiles. Donc, il des travail de l'application de machines et d'équipements. Donc, principalement, donc, il existe deux types d'huiles, des huiles qu'on appelle entières, donc des huiles en solution dans de l'eau. Majoritairement, ils sont exposés à des huiles entières, donc les 2017 indiquent qu'il salariés qui sont exposés. Par contre, au niveau des fluides aqueux, donc il y a à peu près 30 salariés qui sont exposés donc à ces fluides aqueux. Donc, j'ai un petit souci, je viens d'être coupé. Essaye de parler, Philippe, pour voir si on te reçoit. Oui, on va le voir. Non, on t'entend, là, je t'entends. Bon, un petit souci technique, hein, désolé. On va essayer de résoudre ça au plus rapidement possible. On a changé de poste. Oui, excusez-moi pour cet incident technique. J'ai été coupé. Voilà. Donc, tout d'abord, nous allons définir ce qu'est donc les fluides de coupe. Donc, il faut savoir qu'il existe deux types de fluides de coupe. Il y a des huiles entières et des fluides aqueux. Alors, au niveau des huiles entières, donc on distingue, elles se divisent plus exactement en deux parties. Donc, il y a des huiles minérales et des huiles synthétiques. Donc, les huiles minérales, qu'est-ce que c'est? Donc, elles sont composées principalement, elles sont issues de la distillation du pétrole, donc elles comprennent énormément de molécules de nature et en concentration donc dans l'huile différentes. Et il peut y avoir maintenant des huiles également végétales qui sont elles aussi composées d'une multitude de substances. Ensuite, il y a des huiles qu'on appelle synthétiques. Comme son nom l'indique, des huiles synthétiques, ce sont des huiles qui ne sont pas issues de la distillation du pétrole, mais qui ont été fabriquées. Et donc là, elles contiennent principalement donc, une famille de molécules qu'on appelle les polyalkylbenzènes. Alors, pourquoi ces huiles
entières sont utilisées. Donc, elles sont utilisées pour une propriété bien précise que nous pouvons définir comme étant une propriété de lubrification. Donc, quand on a besoin d'une lubrification importante au niveau des outils d'usinage, on utilise donc des huiles entières. En parallèle de ça, il existe également dans l'industrie des fluides aqueux, donc, qui sont solubles dans l'eau, c'est-à-dire que là, elles contiennent une proportion d'eau qui peut être différente donc, suivant la nature de l'huile. Donc, on peut avoir des huiles solubles qui contiennent à peu près 50-50 entre de l'huile et de l'eau. C'est ce qu'on appelle donc des huiles solubles en émulsion. Ensuite, il y a là aussi des fluides semi-synthétiques et des fluides synthétiques. Donc, des fluides semi-synthétiques, donc ce sont des fluides donc, qui ont des compositions qui sont intermédiaires entre les huiles totalement solubles et les huiles donc, et les fluides synthétiques qui sont fabriqués et qui ne contiennent absolument pas du tout d'huile minérale. Donc, ce sont là aussi des produits qui ont été synthétisés. Donc, ils ne sont pas issus de la distillation donc, du pétrole. Alors, pourquoi utilise-t-on des fluides aqueux? Eh bien, c'est pour leur propriété de refroidissement des pièces. Quand on a besoin de refroidir, notamment au niveau de l'usinage, quand on a besoin d'avoir une propriété de refroidissement, on utilise des fluides aqueux. Donc, ce qui veut dire, en résumé, qu'on ne peut pas substituer des huiles entières par des fluides aqueux. C'est uniquement la technique qui va motiver l'utilisation de tel ou tel type d'huile. Alors, au niveau des voies de contamination, donc il faut savoir que les polluants, quelle que soit la nature, ici donc la thématique, c'est la thématique des huiles, mais c'est valable aussi pour tous les autres polluants chimiques. Il y a 3 voies d'entrée dans l'organisme. C'est l'inhalation, c'est-à-dire qu'un polluant se trouve présent dans l'atmosphère, en respirant, on ingère, on fait entrer donc ces différents polluants dans l'organisme. Ensuite, il peut y avoir également le contact cutané, donc les polluants se trouvent présents également dans l'atmosphère ou tout simplement, comme ici, donc on a affaire à des fluides de coupe, donc il peut y en avoir sur les pièces et le fait de toucher une pièce qui est imprégnée, eh bien, le fluide peut rentrer au travers de la peau. Et ensuite, donc, c'est une voie d'entrée qui n'est pas primordiale, mais qui peut éventuellement survenir. Donc, c'est l'ingestion, c'est-à-dire c'est lié à la mauvaise hygiène. Je donne un exemple. Il peut y avoir donc des dépôts d'huile sur les mains. Le fait de ne pas se laver régulièrement les mains avant de boire, manger, fumer, eh bien, peut être une source d'entrée dans l'organisme. Alors, vous avez sur la droite donc un petit tableau. Donc, j'ai mis donc en fonction de la taille des particules, les vitesses de sédimentation. Alors, qu'est-ce que ça veut dire vitesse de sédimentation? C'est-à-dire, c'est la vitesse à laquelle une particule retombe au niveau du sol. Et on peut voir que à partir du moment où la taille des particules diminue, eh bien, la vitesse de sédimentation diminue. Alors, concernant les fluides de coupe, il faut savoir qu'il y a à la fois la formation de vapeur lors de l'usinage, donc il y a formation de vapeur, mais également d'aérosol. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aérosol? Donc, un aérosol, ce sont des fines particules en suspension dans l'air. Donc, ce sont, on distingue, alors il faut savoir que l'œil a un pouvoir de discernement qui est différent, mais qui est aux alentours de quelques microns. Et il faut savoir que les fluides de coupe ont une taille qui est, la plupart du temps, en dessous de 5 microns. Alors, si on se réfère au tableau de droite, eh bien, on peut voir que des particules de 5 et 1 micron ont des vitesses de sédimentation, c'est-à-dire retombent au niveau du sol durant une période relativement longue. Donc, on peut voir donc qu'on est aux alentours de 2, voire
0,1 mètre par heure. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'il y a génération d'un aérosol, eh bien, il ne va pas retomber de suite au niveau du sol, mais il va rester en suspension dans l'air et au travers de mouvements d'air, et dans un atelier d'air, eh bien, il va y avoir donc un déplacement de ce brouillard et qui va petit à petit, au fur et à mesure de la journée, eh bien, contaminer donc l'ensemble de l'atelier. Alors, au niveau donc des fluides de coupe, donc comment distinguer? Donc, on a bien vu qu'il y a deux types. Donc, il y a à la fois des huiles entières et des huiles aqueuses, donc des fluides aqueux. Donc, huile entière, je répète, ce sont des huiles qu'on appelle également huile pleine, huile insoluble, donc insoluble dans l'eau, et les fluides aqueux, donc ce sont des fluides qui sont solubles dans l'eau. Alors, comment les reconnaître? Je vais vous donner donc quelques éléments qui vont vous permettre de distinguer et de savoir si vous avez affaire à une huile entière ou un fluide aqueux. Donc, ce qui est important d'avoir, c'est la fiche technique donc, du fluide que vous utilisez et la fiche de données de sécurité. Alors, premier élément, donc, pour pouvoir distinguer l'huile entière d'un fluide aqueux, il y a l'aspect visuel. En règle générale, donc là, on va parler donc des fluides qui sont neufs, qui ne sont pas utilisés, donc qui sont avec leur couleur d'origine. Donc, principalement, ce sont au niveau des huiles entières, ce sont des fluides donc, qui sont de couleur jaunâtre, qui sont translucides, qui sont en règle générale visqueux. On peut penser donc à des huiles que l'on met dans des huiles moteurs. C'est un peu cet aspect-là. Donc, c'est quelque chose qui est un peu visqueux. Par contre, à contrario des fluides aqueux, donc au niveau de la couleur, ça a un aspect toujours un peu blanc laiteux qui est opaque. Alors, bien sûr, en vieillissant, en étant utilisé, l'aspect, et après on va voir donc au cours de cette présentation, donc on va voir donc qu'il y a des différences et l'aspect va changer au cours de l'utilisation. Donc ça, premier élément, l'aspect visuel. Deuxième élément, donc, que l'on peut trouver dans la fiche de données de sécurité. Au niveau de la rubrique numéro 3, il est important de regarder si on a affaire à des hydrocarbures et à une proportion d'hydrocarbures très importante. À partir du moment où nous avons affaire à une proportion d'hydrocarbures très importante, il y a de grandes chances pour que ce soit une huile entière. Ensuite, il est important de regarder également au niveau de la rubrique numéro 9. Au niveau donc de la rubrique numéro 9, il faut regarder la densité ou masse volumique. Donc, si elle est bien inférieure à 1, là, et qu'il y a présence d'un point éclair, eh bien là, on a effectivement, avec ces éléments-là, on peut dire nous avons affaire à une huile entière. A contrario, si au niveau de la fiche de données de sécurité, il y a une indication d'un pH, donc le pH, donc c'est l'indice d'acidité ou d'alcalinité, eh bien là, on peut, et que la densité est supérieure à 1, au niveau de la rubrique numéro 9, là, on peut dire que nous avons affaire donc, à un fluide aqueux. Alors, maintenant, on va rentrer plus précisément donc, au niveau des différents dangers qui sont présents à la fois au niveau des huiles entières comme des fluides aqueux, donc solubles dans l'eau. Donc, on va voir, donc, je vous ai mis donc, les trois principales voies que nous allons étudier. Donc, au niveau des dangers liés au fluide proprement dit, à l'utilisation et aux métaux qui sont travaillés. Alors, au niveau des huiles entières, donc, le principal danger, c'est la présence d'une famille de molécules qu'on appelle les HAP
ou hydrocarbures aromatiques polycycliques. Alors, ils peuvent être présents effectivement dans des huiles qui sont neuves, qui ont été donc qui ont été mal raffinées ou alors qui ont été recyclées ou des huiles régénérées et qui n'ont pas subi un traitement vraiment approfondi. Donc là, ça peut présenter un risque majeur puisque les HAP sont à la fois des produits qui sont cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques. Donc là, il y a un certain nombre d'indications qui peuvent vous faire vous alerter, notamment quand on a l'indication au niveau de la fiche de données de sécurité, au niveau de la rubrique numéro 3, quand on a l'indication mélange d'huile, oh là, ça doit être un signal d'alerte. Ça doit vous alerter sur le fait donc, que c'est une huile qui a été soit recyclée ou soit régénérée de façon un peu, on va dire, sommaire. Et lorsque la densité également, au niveau de la rubrique numéro 9, donc, est proche de 1. Par contre, au niveau de la rubrique, donc dans la fiche de données de sécurité, au niveau de la rubrique numéro 3, quand vous avez donc la mention huile sévèrement raffinée, contenant moins de 3% d'extrait DMSO, alors mesuré selon la méthode IP346, ça c'est un élément positif. Ça ne veut pas dire que votre huile ne contient pas du tout de HAP, mais par contre, ça, c'est un élément donc qu'il faut prendre en compte et vous pouvez vous dire il y a de grandes chances pour que mon huile présente les dangers les plus faibles possibles. Alors, maintenant, on va voir donc lors de l'utilisation. Donc, on a vu au niveau à la fois des huiles entières, donc qu'il peut y avoir donc des risques déjà lors de l'utilisation. Et là, donc, on va bien voir quand on pratique donc de l'usinage, lorsqu'elle est utilisée, donc il y a un certain nombre de risques. Donc, il faut savoir que lors de l'usinage, eh bien, il peut y avoir donc formation de HAP. Donc, ce qui veut dire qu'une huile entière va évoluer au cours du temps et au cours de l'utilisation et en fonction des conditions d'utilisation. Alors, à partir du moment où l'huile est soumise à une température qui est supérieure à 600 degrés, eh bien, il y a obligatoirement formation de HAP. Alors, autre élément qui peut être intéressant, lors de l'usinage, il faut savoir qu'au point d'usinage, eh bien, il y a donc une élévation vraiment de la température et des températures de l'ordre de 750 à 800 degrés ont déjà été mesurées. Donc, c'est juste au point d'impact. Donc, ce qui veut dire que par rapport au postulat que j'ai indiqué qu'à partir de 600 degrés, il peut y avoir formation des HAP, eh bien alors, obligatoirement, il va y avoir un enrichissement petit à petit donc, de ces huiles entières en HAP, d'où une vigilance. Donc, il sera nécessaire d'adopter des mesures de prévention, et on va le voir donc dans la suite de cette présentation. Donc, il y aura donc effectivement bien donc une vigilance à établir par rapport à l'utilisation donc de ces huiles entières. Alors, là, au niveau également de l'utilisation, il faut savoir que certaines huiles ont la propriété de solubiliser et lors de l'usinage, il y a formation de très fines particules de métaux. Et ces métaux peuvent être englobés, peuvent être entraînés donc, dans les brouillards d'huile et venir contribuer à la pollution donc, dans l'atelier. Et pour cela, donc, au niveau des machines d'usinage, bien souvent, donc, il y a des systèmes de filtration et justement pour se prémunir de cette pollution éventuelle de l'atmosphère, donc il est fortement conseillé donc d'éliminer
et de nettoyer régulièrement ce filtre. Donc maintenant, nous avons vu les huiles entières. Donc maintenant, passons au fluide aqueux. Là aussi, il y a une dangerosité. Il peut y avoir éventuellement, suivant la nature donc des composants du fluide aqueux, donc une dangerosité intrinsèque, donc qui est tout simplement liée à la présence d'un certain nombre de molécules. Et c'est la présence de ces molécules, vous pouvez les repérer dans la fiche de données de sécurité. Alors, les produits qui peuvent présenter des risques, c'est quoi? Ce sont les amines. Les amines, principalement les amines secondaires. Donc, je vous ai donné les principales amines que l'on peut rencontrer donc, dans des fluides aqueux. Donc, c'est ce qu'on appelle donc, la diéthanolamine et la morpholine. Il peut y avoir également des amines tertiaires comme la triéthanolamine. Alors, il faut savoir que en elles-mêmes, les amines tertiaires ne présentent des risques limités. Cependant, en milieu acide, les amines tertiaires peuvent être réduites en amines secondaires. Et les amines secondaires sont beaucoup plus dangereuses. On va le voir après au cours sur la diapositive, les substances qu'elles peuvent générer. Et surtout, donc ensuite, ce qu'il faut éviter, donc, c'est la présence d'acide borique et de borate, et de formol et de libérateurs de formaldéhyde, parce que là aussi, ce sont des produits qui sont CMR. Donc, si vous avez donc dans une de vos huiles, donc ce type de molécule, eh bien, nous vous conseillons bien sûr de prioriser la substitution. Il faut savoir qu'à l'heure actuelle, les fournisseurs d'huile même font une publicité vis-à-vis de leurs huiles en indiquant bien en grand absence d'amines secondaires, absence d'acide borique et de formaldéhyde. Ça leur fait un argument publicitaire. Donc, sur le marché, vous allez trouver obligatoirement des fournisseurs d'huile qui n'utilisent plus ce genre de molécules. Alors, ce qu'il faut bien sûr aussi éviter, c'est la dangerosité. Donc, on a vu donc, les produits dans les fluides, mais il faut savoir que lors de l'utilisation, eh bien, ces différentes molécules peuvent réagir entre elles et elles peuvent réagir également avec l'environnement ambiant. Alors, principalement, c'est les produits aminés, surtout les amines secondaires, qui, en présence de nitrites, peuvent former ce qu'on appelle des nitrosamines. Et les nitrosamines, quelques-unes sont effectivement CMR. Donc, c'est-à-dire qu'au départ, effectivement, vous lisez la fiche de sécurité, il n'y a absolument pas du tout de nitrosamines. Par contre, comme je viens de l'indiquer, si vous avez des amines présence de nitrite, eh bien, il va obligatoirement se former donc des nitrosamines. D'où le fait donc de prendre un certain nombre de précautions pour éviter la formation de ces nitrosamines qui sont CMR. Alors, ce que l'on vous recommande, c'est surtout d'utiliser donc une eau qui a la teneur en nitrate qui est inférieure à 50 mg par litre. Donc, il faut savoir que si vous utilisez l'eau du réseau, obligatoirement est inférieure à 50 mg par litre. Par contre, lorsque l'on dilue donc, les fluides aqueux avec une eau donc, qui vient directement d'un captage, surtout dans la région donc, des Hauts-de-France, eh bien, les teneurs en nitrate peuvent être quelquefois beaucoup plus importantes. D'où l'utilité, et on verra après qu'il existe des moyens très simples, très faciles d'utilisation pour pouvoir contrôler cette concentration en nitrate et en nitrite également. Donc, s'il y a, et ça vous pouvez le voir donc, au travers de la fiche de données de sécurité, donc c'est vrai que depuis le début de ma présentation, j'insiste sur le fait de la nécessité donc, de disposer des fiches de données de sécurité qui sont vraiment des outils de prévention extrêmement importants. Et si effectivement
s'il y a des nitrites. Donc, obligatoirement, il faut substituer votre fluide aqueux. Alors, là aussi, donc, au niveau des fluides aqueux, les huiles entières, donc elles vieillissent. Et en vieillissant, il peut y avoir formation de micro-organismes. Et ces micro-organismes génèrent donc un risque biologique. Et il existe des moyens pour pouvoir s'en prémunir. Donc, obligatoirement, donc, c'est bien donc, de travailler avec des fluides dont la température est la plus basse possible, donc inférieure à 25 degrés, et un pH, donc le pH étant un indicateur d'acidité ou d'alcalinité, et la plupart donc, des fournisseurs et des fabricants recommandent d'avoir un fluide de coupe qui a un pH alcalin donc, dont le chiffre est compris entre 8 et 9, voire même on va dire, aller un peu au-delà de 9, surtout ne pas dépasser 9,5, parce qu'au-delà, le fluide de coupe devient donc un produit qui est corrosif, donc présente donc un risque supplémentaire pour la santé des salariés. Alors, là aussi, comme pour les huiles pleines, donc il y a également une dangerosité à l'utilisation donc des fluides aqueux, et cette dangerosité est liée aux métaux usinés. Alors, il faut savoir que les fluides aqueux, donc certains fluides aqueux ont la possibilité, et malheureusement, de pouvoir dissoudre un certain nombre de métaux, et notamment des métaux extrêmement dangereux comme le cobalt, le nickel, le chrome et le beryllium. Et ces métaux, on peut les trouver donc, dans des aciers spéciaux, dans des carbures frités, notamment au niveau des outils. Les outils, quand on a besoin d'avoir un usinage vraiment très précis, très important, donc ils sont bien souvent constitués de carbure de tungstène, et qui fait que eh bien, ces différents métaux peuvent être solubilisés. Donc, à partir du moment, là aussi, au cours de ma présentation, je vais vous indiquer donc, les différentes possibilités de contrôler ces différents paramètres. Et à partir du moment où on a donc, une concentration trop importante en ces différents métaux, donc il y aura, donc je vous conseille surtout soit de changer le fluide, soit de le diluer. Alors, au niveau, donc, dans cette première partie, donc, ce qui est important d'avoir pour toute démarche lorsque vous utilisez donc, à la fois des huiles entières comme des fluides aqueux, c'est de disposer de la fiche donnée de sécurité. Comme vous l'avez vu donc, au cours de ma présentation, donc, vous avez donc, un certain nombre d'éléments intéressants qui vous permet donc à la fois de savoir à quel type d'huile que vous avez, et ça vous permet également de pouvoir voir les différentes propriétés à la fois physiques, chimiques et toxicologiques liées donc à ces différentes huiles. Et vous avez également, ce qui est important également, c'est d'avoir et de connaître la nature donc, des métaux que vous utilisez et des risques qui sont inhérents à cela. Alors, j'ai indiqué également qu'il y a au niveau donc, de l'usinage, il peut y avoir la formation d'une ATEX. Alors, une ATEX, qu'est-ce que c'est? C'est la formation d'une atmosphère explosive. Alors, elle ne peut se produire qu'avec des huiles entières. Les fluides aqueux, ça n'est pas possible. Ça ne peut éventuellement se produire. Alors, une ATEX, donc c'est une atmosphère explosive, c'est-à-dire qu'il faut y avoir donc des vapeurs
il y a un certain nombre de conditions qui fait que il peut y avoir donc formation de cet latex, donc c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une concentration suffisante en gaz et vapeur d'hydrocarbures, puisqu'on a vu que les huiles contiennent des hydrocarbures, mais il peut y avoir également donc existence il peut y avoir également existence d'un comburant. Ce comburant est l'oxygène de l'air, et il va y avoir également une condition des concentrations dans l'atmosphère. Donc, en résumé, là, il y a le fournisseur donc, de l'huile qui permet d'avoir donc effectivement, et lui va vous dire s'il y a une potentialité de la formation d'une latex. Alors, maintenant, nous allons voir les différentes mesures de prévention. Alors, au niveau de donc on va aller de façon crescendo, hein, on a vu donc avec l'usinage, il y a formation donc d'un brouillard. Alors, pour éviter la formation de brouillard et de vapeur, eh bien, l'idéal étant, bien sûr, de supprimer, c'est la substitution de cette huile, donc par un usinage à sec. Cependant, on va générer donc un risque supplémentaire, un risque nouveau, c'est la formation de poussière. Et techniquement, ça n'est pas toujours réalisable parce que il va y avoir un échauffement, les pièces vont effectivement soit chauffer, donc il va y avoir une transformation chimique, métallique, donc dans la plupart des cas, ça n'est pas utilisable. C'est uniquement utilisable dans des cas bien précis et très, très limités. Mais bon, on ne peut pas passer outre, donc si c'est possible, usiner à sec, mais derrière avec un captage. Ensuite, la substitution. La substitution, donc on a vu que à la fois les huiles entières comme les huiles solubles généraient des brouillards. Donc, alors, elles génèrent des brouillards à partir du moment où on utilise des quantités importantes. Donc, il y a une proportionnalité entre la formation du brouillard et la quantité d'huile mise en œuvre. Donc, par de la micro-lubrification, eh bien, on diminue la quantité d'huile utilisée, d'où derrière la limitation de la concentration et de la génération de brouillard. Mais là aussi, ça n'est pas utilisable pour toutes les techniques, donc c'est uniquement utilisable pour le fraisage, le taraudage et le perçage. Voilà. Ensuite, donc le choix du fluide. On a vu qu'il était intéressant d'avoir donc des huiles qui soient sévèrement raffinées. Il faut absolument éviter tout ce qui est huile régénérée, parce que les huiles régénérées sont en général des huiles qui sont qui ont un coût vraiment qui est très faible, mais la maîtrise donc de la régénération n'est pas toujours optimum. Alors, au niveau des fluides aqueux, il faut diminuer, donc on a bien vu avec une eau donc, qui est inférieure à 50 mg par litre, ça c'est important. Il ne faut pas qu'elle contienne d'amines secondaires, d'amines tertiaires, ni de nitrite, ni d'acide borique et de borate. Et le réseau prévention recommande donc un pH qui est compris donc entre 8 et 9. Donc, comme je disais donc, au début de ma présentation, on peut tolérer jusqu'à 9,5, mais jamais au-delà. Car au-delà, donc, le produit devient un produit qui est corrosif. Donc, ici, on va voir donc au niveau des mesures de prévention l'importance du suivi des fluides. Donc, il faut surveiller le pH, donc il doit surtout être entre 8 et 9, sachant que obligatoirement, avec le temps, le pH va baisser. Surtout, il ne faut pas qu'il descende en dessous de 7,5, parce que là, il va devenir acide et il va y avoir donc possibilité de formation donc, de nitrosamine et surtout de micro-organismes. Ensuite,
Donc, on recommande également d'assurer donc, une décantation, une filtration optimisée et de vérifier régulièrement donc, un certain nombre de paramètres. Donc, on voit ici donc, sur ce tableau les différents polluants. Surtout, donc là, ce sont les concentrations qu'il ne faut pas dépasser. En BAP, donc, qui était le traceur des HAP, surtout ne pas dépasser les 100 microgrammes, alors je dis bien microgrammes par kilo. Ensuite, donc, vous avez, pour les fluides aqueux, vous avez différents polluants, donc, que ce soit des nitrites, des nitrosamines, notamment la NDLA, donc c'est la nitrosodiéthanolamine. Surtout, il ne faut pas dépasser 5 mg par kilo. Alors, vous avez ici sur cette diapositive donc, tous les moyens de contrôle, que ce soit à la fois pour les huiles entières comme pour les fluides aqueux. Donc, pour les huiles entières, donc, ce que l'on recommande de suivre de telle manière à savoir si on a un fluide donc, qui est encore utilisable et qui présente les risques les plus faibles pour la santé, c'est la concentration en benzoapyrène. Alors, le benzoapyrène, je répète, donc c'est un traceur de pollution, donc c'est un HAP, donc un hydrocarbure aromatique polycyclique. Et la seule façon de pouvoir déterminer la concentration en benzoapyrène, c'est au travers des techniques analytiques utilisées dans des laboratoires. Il n'existe pas des moyens simples de contrôle. Donc, c'est obligatoirement, vous devez avoir affaire à un laboratoire pour pouvoir déterminer cette concentration en benzoapyrène. Par contre, pour les fluides aqueux, vous voyez qu'il y a beaucoup plus de paramètres à vérifier. Cependant, il existe la plupart du temps des systèmes très simples qui sont utilisables par le commun des mortels pour pouvoir contrôler la bonne qualité donc, du fluide aqueux. Alors, au niveau de la protection collective, donc on recommande bien sûr là aussi de réduire les débits d'arrosage, de capoter les machines, de limiter les sources d'exposition. Donc ça va dans, ce sont principalement toujours des questions de bon sens. C'est limiter, en résumé, c'est limiter la concentration et limiter la génération de polluants. Alors, maintenant, donc on a vu donc la substitution, la prévention collective, mais il ne faut pas oublier non plus la protection individuelle, parce qu'on a vu que les fluides à la fois aqueux comme les huiles entières, eh bien, peuvent pénétrer dans l'organisme au travers de la peau. Et la seule barrière possible pour pouvoir se protéger, c'est le port de gants. Alors surtout, il faut proscrire tout ce qui est gants latex, parce que le latex, bien souvent, ne tient pas, il s'abîme, il a un pouvoir, donc il peut être solubilisé même par les fluides et les différents. Donc, on recommande soit des gants en nitrile ou en néoprène. Donc, ce sont les deux matières qui permettent effectivement d'assurer une protection. Ensuite, il peut être quelquefois nécessaire de protéger également le reste du corps. Là, c'est le process, la façon d'usiner et la configuration du poste de travail qui permettra de déterminer donc, les différents vêtements nécessaires à la protection donc, des salariés. Lorsque une protection respiratoire doit être utilisée, eh bien, c'est un filtre particulier de type FFP2, voire FFP3. Donc, FFP2, ce sont des filtres anti-aérosols d'efficacité moyenne, et FFP3, ce sont des filtres de protection contre les aérosols de très haute efficacité. Alors, bien sûr, en dernier lieu, donc il ne faut pas oublier toutes les mesures d'hygiène. Donc, surtout, ne pas garder de chiffons souillés dans les poches, parce qu'il peut y avoir une diffusion au travers donc, des tissus et avoir donc un contact intime avec la peau. Ne pas boire, manger dans les ateliers. Bon, là aussi, c'est toujours une question de bon sens. Avoir une hygiène corporelle extrême, très stricte,
pour éviter une pénétration là aussi dans l'organisme. Avoir la possibilité donc de se laver, de se doucher en fin de pause si c'est nécessaire, et surtout de disposer d'armoires à 2 compartiments ou de 2 armoires, de telle manière à séparer les vêtements de travail des vêtements de ville. Et s'il y a fourniture effectivement de vêtements de travail, ils seront pris en charge par l'entreprise. Alors, de telle manière à pouvoir sensibiliser et alerter les salariés sur les risques liés aux fluides de coupe et huile entière. Donc, il est toujours intéressant et utile donc d'avoir des actions vis-à-vis des salariés pour les intégrer à la prévention. Et donc, pour cela, donc, il est utile il est donc utile que à la fois donc les salariés donc qui ont l'habitude de travailler donc sur les différents postes, mais également les travailleurs temporaires, les sous-traitants et les nouveaux embauchés, de les informer et de les sensibiliser sur les risques liés aux fluides de coupe. Alors, en résumé, donc concernant les mesures de prévention, donc il est important de savoir à quel type de fluide vous avez affaire et de choisir les fluides qui présentent le moins de danger possible. Également, de faire un choix donc, sur les process qui soient optimum au niveau de la génération donc, de brouillard. Si il y a malgré tout la formation d'un brouillard, donc il y aura bien souvent la nécessité de mettre en place donc, des dispositifs de captage que va vous présenter donc, au cours de cette présentation mon collègue Sylvain Van Iscott. Ne pas oublier également des équipements de protection individuelle, notamment des gants pour éviter donc, la pénétration donc, des produits au travers de la peau et bien sûr des mesures complémentaires au niveau de l'hygiène et de la formation et de l'information au niveau des salariés. Voilà, donc là, je vais passer maintenant la parole donc, à mon collègue Sylvain Van Iscott qui va vous présenter la conception d'une installation de ventilation. Voilà. Donc bonjour à tous. Donc nous on va parler un petit peu, on va voir un petit peu ce qu'on va pouvoir mettre en place pour limiter l'exposition de nos salariés à ces différents polluants. Donc on va parler de ventilation, on va parler de débit. Le débit c'est quoi? C'est un volume qui va évoluer dans le temps. Il va augmenter, il va diminuer. Ce débit, on va l'exprimer en mètres cubes par heure. Ce débit, on peut également l'associer à la puissance d'un ventilateur. J'ai un ventilateur, je l'alimente en énergie, je mets ses pales en rotation. Une fois que la vitesse de rotation maximale est atteinte, j'ai à ma disposition une certaine capacité de soufflage, donc un certain débit. On va dire que ce débit, il est stationnaire, il est positionné à 100 mètres cubes par heure. Pour le reste de la présentation, on part du principe que mon ventilateur est alimenté, il génère une extraction de 100 mètres cubes par heure et ça reste stationnaire. On dit que le débit est constant. Donc le débit ne bouge pas, j'ai alimenté mon ventilateur, le débit reste comme il est constant régulier à 100 mètres cubes par heure. Ce débit, je vais pouvoir l'exprimer par une surface multipliée par une vitesse. Donc la surface, c'est quoi? C'est la surface considérée par l'intérieur de mon conduit, donc qui est définie par son diamètre. Et cette surface, elle va se déplacer dans mon conduit avec une vitesse V. Et elle va générer un volume qui va évoluer dans le temps. Et nous, en fait, ce qu'on va faire du fait que le ventilateur est alimenté, est arrivé à sa puissance maximale, il est constant, on va jouer sur les deux paramètres qui sont la surface et la vitesse. Si on veut résumer les choses, tout simplement, on va diminuer au maximum la surface, les surfaces d'ouverture et de captage, et au maximum les vitesses, tout simplement. Et au plus les vitesses de captage seront élevées, au plus notre efficacité de captage sera accrue. En fait, c'est un peu le principe. Donc, pour illustrer un petit peu mes propos, là, j'ai toujours mon ventilateur qui débite une capacité d'aspiration de 100 mètres cubes par heure. C'est constant et régulier. Donc là, j'ai mon conduit qui va se rétrécir. Donc, ma surface se rétrécit,
Le débit est égal à la surface fois la vitesse. La surface se réduit, la vitesse augmente. Voilà. Donc, je vais avoir une vitesse de captage bien plus importante. C'est un peu l'idée. Ensuite, un autre paramètre à intégrer. L'air est visqueux. Alors, vous allez me dire, j'évolue dans cet environnement depuis que je suis né et j'ai jamais eu l'impression que j'évoluais dans un environnement qui était visqueux. Ce n'est pas le ressenti qu'on peut en avoir. En fait, cette viscosité, on va pouvoir la visualiser lorsqu'on va faire des essais, par exemple en soufflerie, ou si on va faire des simulations numériques. Et on va voir que le comportement du fluide est un petit peu particulier. Pourquoi je vous parle de viscosité? Parce que dans ces activités d'usinage, on va avoir les deux cas de figure. On va souffler pour nettoyer les pièces et on va aspirer pour protéger nos salariés. Et on va voir que le comportement, selon si l'on souffle ou si l'on aspire, est totalement différent du fait de cette viscosité de l'air. Ça met un certain temps. Voilà, c'est bon. Donc, on va dire que l'air soufflé, on dit qu'il est directif. Quand je vais souffler une certaine quantité d'air, je vais avoir un jet linéaire qui va se déplacer selon une droite. Et on va regarder un petit peu la perte de vitesse associée au parcours d'une certaine distance. J'ai mon conduit qui est sur la gauche, en gris, qui fait un diamètre de 10 cm. Je vais souffler une certaine quantité d'air, un certain volume, avec une certaine vitesse, on va dire par seconde, à l'embouchure de mon conduit. Je parcours une distance de 30 diamètres, 10 cm, soit 3 mètres, et je regarde, après avoir parcouru cette distance de 3 mètres, les vitesses, la chute de vitesse que j'ai pu obtenir. Donc, en fait, j'ai divisé mes vitesses par 10. Il me reste 1 mètre par seconde. À l'origine, j'avais 10 mètres par seconde à l'embouchure de mon conduit. Je parcours 3 mètres. Il me reste 1 mètre par seconde. 1 mètre par seconde en ventilation, c'est quand même assez conséquent. Donc, au bout de 3 mètres, je suis encore actif. J'ai encore un effet sur mon environnement. Donc, quand on souffle, on conserve de l'énergie sur des très grandes distances. Vous le voyez bien, quand vous la puissance, on arrive à déplacer des copeaux. On ne va pas du tout avoir le comportement lorsqu'on va aspirer. Et c'est justement le problème. Lorsqu'on aspire, on est sphérique. On a un comportement sphérique. Linéaire, lorsqu'on souffle, on conserve de l'énergie sur des très grandes distances. Par contre, lorsqu'on va aspirer, on a un phénomène sphérique et on va regarder, si on prend le même exemple, on s'éloigne d'une certaine distance, on parcourt une certaine distance. Là, on ne va pas s'éloigner de 30 diamètres, c'est beaucoup trop. On va s'éloigner d'1 diamètre. J'ai toujours mon conduit qui fait un diamètre de 10 cm. Je m'écarte simplement d'1 diamètre. Donc, je regarde un petit peu l'effet, la chute de vitesse associée à cette distance. Et là, j'ai eu 90% de ma puissance d'origine. Donc, si j'avais 10 mètres par seconde à l'embouchure de mon conduit, je m'écarte d'1 diamètre, j'ai plus qu'une vitesse de 1 mètre par seconde. Comme je dis en ventilation, en extraction, surtout si on a des vitesses de 1 mètre, de les avoir quand on les mesure. Ce n'est pas toujours le cas. Donc, ce qui veut dire, lorsqu'on souffle très loin, on conserve de l'énergie. Lorsqu'on aspire, si on ne se trouve pas directement à la source de pollution, à la génération, à l'endroit où la pollution va se générer, on ne va rien capter. Parce que les vitesses vont chuter très rapidement et vont atteindre des vitesses de l'ordre de 0. Donc, on va être inefficace. Donc, si on veut capter, c'est un peu le principe de l'aspirateur ménager. Si je veux aspirer un clou qui se trouve à terre ou une vis, il faut que je mette mon conduit directement sur le clou. Sinon, il ne va pas se déplacer, il ne va pas venir dans mon conduit. Donc, il faut être très, très proche pour dire d'être efficace. Parce qu'on a une perte très rapide à distance. Donc là, une simulation numérique. On dit que l'air sphérique, en vrai, on a plutôt une forme de haricot. Et ces vitesses sont concentrées dans la partie rouge, juste à l'embouchure de mon conduit. Et on voit qu'on n'a pas de transition entre le rouge et la partie orangée. On pourrait dire que les vitesses vont chuter de façon linéaire. Ce n'est pas le cas. On a des vitesses assez élevées dans la partie rouge et on passe directement du jaune, du vert et au bleu. Et on arrive à des vitesses qui sont plus ou moins égales à 0. Autre problème, on voit aussi ce phénomène sphérique, c'est qu'on va aspirer derrière l'embouchure du conduit. Moi, ça ne m'intéresse pas. J'ai alimenté mon ventilateur en énergie et j'aimerais bien concentrer toute cette énergie à aspirer mes polluants et pas aller aspirer derrière l'ouverture du conduit, ce qui est logique. Donc, on va regarder un petit peu comment on pourra optimiser un petit peu ce flux d'air pour récupérer l'énergie qu'on dépense à l'arrière du conduit pour l'amener à l'avant du conduit et être plus efficace. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Donc, mon air est sphérique. J'ai ma sphère qui a une certaine surface. On part du principe, on schématise les choses depuis le début, on va tout schématiser, mais c'est plus simple pour illustrer les propos. J'ai ma sphère qui a une certaine surface et partout, en tout point de cette surface, on a une vitesse qui est égale à 1 mètre par seconde, une vitesse homogène. On prend l'exemple 1 mètre par seconde, par exemple. J'ai toujours mon ventilateur qui est alimenté en énergie
il est arrivé à sa vitesse de rotation maximale, j'ai toujours 100 mètres cubes par heure. La surface fois la vitesse. J'ai ma surface qui est ici et ma vitesse de 1 mètre par seconde. Je vais essayer d'optimiser un petit peu ce problème de sphère qui vient aspirer derrière mon conduit. Donc, je vais positionner une tôle sur ce capteur. Donc, je vais regarder un petit peu le comportement de ma sphère par rapport à la mise en place de cette tôle. Donc, je vois que j'ai divisé le volume et surtout la surface de ma sphère. J'ai toujours mon ventilateur alimenté 100 mètres cubes par heure. Le débit, la puissance du ventilateur est égale à la vitesse. J'ai divisé ma surface par 2. Je multiplie mes vitesses par 2. Et j'ai surtout ramené tout le flux à l'avant du capteur. Donc, je suis plus efficace et je ne perds pas d'énergie. J'ai optimisé un petit peu les flux d'air. Je peux encore optimiser mon capteur. Je vais mettre un plan de travail. Comme ça, mon opérateur pourra travailler dans des conditions optimales. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je dis, c'est toujours schématisé. Hein. C'est vrai que c'est un peu plus complexe que ça, mais c'est les grands principes à retenir. J'ai divisé ma sphère par 4. J'ai multiplié ma vitesse par 4. Et ainsi de suite. Vous avez compris un petit peu le procédé. Donc, ce qu'on fait, en fait, on va essayer de réduire au maximum les surfaces ouvertes, le flux d'air pour éviter qu'il vienne aspirer à l'arrière de notre conduit. Et donc, voilà un petit peu l'idée, c'est on va faire des capteurs avec des géométries un petit peu particulières pour récupérer le flux complètement, toute l'énergie qu'on met en œuvre pour alimenter notre ventilateur et augmenter le plus possible les vitesses de captage pour avoir un captage qui soit plus efficace. Donc, voilà. Ensuite, le principe à intégrer également, c'est l'équilibre, ce qu'on appelle l'aire de compensation. Si j'extrais 100 mètres cubes par heure, il faut que je fasse rentrer 100 mètres cubes dans mon bâtiment. Donc, l'air entrant, on appelle ça l'aire de compensation. Compenser l'extraction pour extraire les polluants à l'extérieur du bâtiment. Si j'ai un bâtiment d'ancienne, il va y avoir des fuites un petit peu partout, au niveau des ouvrants, au niveau de la toiture, la jonction entre les tôles de bardage et tout ce qui s'ensuit. Donc, naturellement, il va y avoir des fuites, donc l'air va pénétrer dans le bâtiment naturellement et je vais venir compenser cette extraction de 100 mètres cubes que je fournis en temps complet. Par contre, si j'ai un bâtiment de nouvelle génération, donc un bâtiment qui est censé être étanche à l'air, pour justement conserver les calories à l'intérieur, hein, pour avoir une isolation optimale. Là, il va y avoir un problème parce qu'il n'y a pas de fuite. Donc, j'ai un ventilateur qui extrait une certaine quantité de polluants, on va dire 100 mètres cubes, et il va falloir que je mette un ventilateur qui va récupérer de l'air à l'extérieur du bâtiment, les 100 mètres cubes sortants, pour dire que l'équilibre soit respecté. Sinon, ce qui va se passer, si vous avez un bâtiment qui est étanche, votre ventilateur, visuellement, il va toujours tourner. Il n'y a pas de souci. Vous allez voir les pales qui vont se déplacer, mais il n'y aura plus d'échange de fluide. Donc, ce sera inefficace. Donc, toujours bien penser à cette aire de compensation si on a un bâtiment qui est relativement étanche. Après, bon, c'est les fournisseurs qui vont vous dire, bon, là, par rapport à la configuration du bâtiment, c'est bon, on n'a pas besoin de mettre d'air de compensation. Mais il faut en être sûr. À la limite, s'ils peuvent faire une simulation, c'est encore plus sûr. On est sûr qu'on n'a pas besoin de mécaniser, c'est-à-dire de mettre un ventilateur pour faire entrer l'air de compensation. Donc, un équilibre, il faut bien conserver ça en tête. Tout ce qui va sortir doit entrer. Ensuite, on a parlé un petit peu, mon collègue Philippe nous a parlé des aérosols. Donc, on va retrouver quoi dans ces aérosols? Des poussières microscopiques. On va générer des copeaux, mais on va arracher aussi de la matière au niveau de l'outil. On va désagréger un petit peu la matière. Il va y avoir une abrasion. L'outil va partir un petit peu en poussière. La pièce à usiner également. Et des poussières qui vont se retrouver un petit peu en suspension dans l'air, dans l'environnement. On va avoir des vapeurs dues à la dégradation des huiles entières qui vont peut-être se sublimer au point de contact parce qu'on a des températures assez élevées et de la vapeur issue de l'eau, du fluide aqueux, puisqu'on a des températures qui sont supérieures à 100 degrés, ça va se vaporiser. Et puis des gouttelettes qui vont être dues à la projection, à la rotation, soit de l'outil, soit de la pièce, selon le cas de figure. Et on peut aussi avoir des gouttelettes qui vont se reformer, la vapeur qui va se recondenser en contact avec les poussières, avec l'éloignement, avec le refroidissement qui va être dû à l'éloignement de ces gouttelettes, de cette vapeur plutôt. Donc voilà, on va avoir plus ou moins ces différentes choses dans nos brouillards d'huile. Et ce qui va nous embêter le plus, c'est les vapeurs. Le vapeur, c'est un gaz, et le gaz s'expanse et il prend tout le volume, la surface qu'on va lui concéder. Et c'est justement ça le problème. Donc là, on est à l'intérieur d'un centre d'usinage. Bon, on voit qu'on a de l'huile partout, surtout par projection sur les faces latérales, sur le sol, mais on est bien en présence d'un brouillard d'huile. Ce brouillard d'huile, on ne va pas le visualiser, il n'est pas visible, et c'est pour ça qu'il est dangereux. Mais nous, par la suite, on va le représenter par un halo plus ou moins pour pouvoir le visualiser. Mais c'est vrai qu'à l'état naturel, ce brouillard d'huile n'est pas forcément visible.
Donc, on va prendre pour exemple un tour traditionnel, un déplacement manuel. Et on va regarder ce qui va se passer à la surface de contact entre notre outil et puis notre pièce et puis le système de lubrification. Donc, on va avoir un contact métal-métal entre l'outil et la pièce. On va arracher de la matière. Donc, on va échauffer aussi bien l'outil que la pièce à usiner. Et au maximum, on a pu relever au point de contact des températures qui pouvaient atteindre les 750 degrés. Mon collègue nous parlait tout à l'heure des températures supérieures à 600 ou 650 degrés. On va générer des produits comme des HAP. Donc, 750 degrés, point d'ébullition de l'eau. Si on a des fluides aqueux, 100 degrés, on va vaporiser. Et on va dégrader aussi les produits qui sont présents dans ces huiles minérales, puisque bon, on va chauffer extrêmement, notamment au point de contact. Donc, on va vaporiser. Donc, c'est un gaz. Ce gaz va prendre tout l'espace qu'on lui concède. Et en fait, si on veut schématiser, ces particules qui sont présentes dans cette vaporisation vont se retrouver partout dans l'atelier, à des concentrations moindres du fait de l'évolution du volume, mais ils vont se retrouver un peu partout dans l'atelier. D'ailleurs, c'est ce qu'on voit quand il n'y a pas de captage dans les activités d'usinage. On a des corps gras un peu partout, sur les murs, sur les sols, sur les capots des machines. Donc, c'est dû justement à cette vapeur qui se recondense par la suite et qui a des particules, qui est en présence de particules d'huile à l'intérieur de ces vapeurs. Donc, dans cette vaporisation, on va retrouver des particules avec des tailles comprises en 1 micromètre et 10 micromètres. Donc, des particules, on est au millième de millimètre. Et 10 micromètres, ça équivaut à 0,01 mm. Donc, des particules très petites, mais surtout le problème, c'est qu'elles n'ont pas de masse. Elles n'ont pas d'inertie. Donc, elles vont rester en suspension très longtemps. Au moindre courant d'air, elles vont reprendre de l'altitude, des choses comme ça. Donc, c'est un peu gênant. C'est justement ça qui va nous déranger. Et on va regarder, mon collègue, on a parlé tout à l'heure, justement, de la vitesse de sédimentation, la vitesse de chute de ces particules. Donc, je prends une particule, par exemple, je la positionne à une hauteur de 1 mètre, je la lâche, et puis je regarde le temps qu'elle va mettre pour parcourir, par exemple, une distance de 1 mètre avant de toucher le sol. Alors, si je prends une particule de 0,1 mm de diamètre, j'ai une vitesse de chute de 30 cm par seconde. Bon, elle va mettre plus ou moins 3 secondes pour parcourir ma distance de 1 mètre et toucher le sol. Ce n'est pas les particules les plus dangereuses. Celle-là, au sol, et même s'il y a un courant d'air, elles ne risquent pas réellement de repartir en suspension ou elles vont retomber très rapidement. Je divise la taille de ma particule par 2, donc à 0,05 mm. Et là, je vois que ma vitesse, elle, par contre, elle n'a pas été divisée par 2. Pardon. On a une vitesse de 7 cm par seconde. Je vais mettre plus ou moins 10 secondes à toucher le sol. Ce n'est pas encore des particules qui sont dangereuses, mais qui peuvent repartir un peu en suspension, mais elles vont retomber relativement très vite. Après, on arrive au niveau des particules qui nous intéressent, qui sont issues de la vaporisation, les 10 micromètres, donc soit 0,01 mm. Et là, on a une vitesse de chute, on n'est plus en centimètres, mais on est en millimètres par seconde. On est à 0,03 mm par seconde, soit 3 centièmes de millimètre. Si je n'ai pas fait de bêtises, si j'ai bien fait mes calculs, on va mettre un peu plus de 8 heures pour parcourir la distance de 1 mètre. Donc, ça veut dire que ces particules vont rester en suspension pendant un certain temps. Et dès qu'il va y avoir un mouvement, le déplacement d'un opérateur, le déplacement d'un chariot élévateur, l'ouverture d'une porte, fermeture, l'ouverture d'un capot, on va remettre ces particules en suspension. Et ça, c'est pour les plus grosses issues de la vaporisation. Après, on a les particules, les 0,1 micromètres. Donc là, les particules, je ne connais pas la vitesse de chute, mais on peut se dire qu'ils peuvent rester des semaines en suspension dans l'air, et notamment s'il y a des déplacements, des courants d'air, ils peuvent rester très longtemps dans l'environnement de travail, et à un moment ou à un autre, ils vont pénétrer l'appareil respiratoire et de façon très profonde. Et en plus, ils peuvent avoir un caractère cancérigène, donc causer des lésions au niveau des tissus. Et ces particules, on peut les retrouver aussi dans la partie administrative de l'entreprise. Donc, elles vont voyager un petit peu partout. Et donc, c'est pour cette raison qu'on va vous conseiller fortement de ne pas rejeter les polluants à l'intérieur du bâtiment après filtration. La filtration a ses limites, surtout sur des particules aussi petites que celle-là. Le filtre va arrêter une certaine quantité de ces particules parce qu'ils vont s'agglomérer pour en former des plus grosses, mais certaines particules vont rester à l'état unitaire quelque part et vont passer à travers les mailles du filet. Et même si on vous annonce des performances de filtration de 99,9%, oui, pendant une heure. Et ensuite, le filtre est ça, vous pouvez le changer. C'est ce qui se passe en règle générale. Mais à l'origine, oui, quand il est neuf, il va avoir une capacité de filtration assez élevée. Mais après, il va être saturé, il n'y aura plus son efficacité d'origine et il ne sera plus efficace du tout. Donc, il ne faut pas compter sur l'efficacité des filtres
pour protéger nos salariés. Il vaut mieux rejeter à l'extérieur, c'est vraiment plus prudent. Et c'est ce qu'on conseille en règle générale. Surtout sur des produits qui peuvent avoir un caractère cancérigène. Donc voilà, des particules qui vont rester en suspension très longtemps et à un moment ou à un autre, ils vont pénétrer l'appareil respiratoire de nos salariés. Donc là, je reviens avec mon tour traditionnel. J'ai demandé justement à mon fournisseur de me trouver une solution clé en main pour régler, peut-être pas les projections de gouttelettes d'huile, mais au moins cette vaporisation. Puisque je sais qu'il y a des particules très fines et qui sont dangereuses pour la santé. Donc lui, il m'a dit, j'ai une solution clé en main, on n'a pas besoin de faire de trous dans le bardage ou de chape de béton et tout ce qui s'ensuit. Un bras aspirant, assez efficace, 1500, 2000 m3 par heure. Il y a même une extraction à l'extérieur, on rejette les polluants à l'extérieur, c'est parfait. Donc, je mets mon système en fonctionnement, je vais avoir une vitesse dans mon haricot d'aspiration d'1 mètre, 1,5 m par seconde, ça fonctionne très bien. Je ne peux pas me positionner trop près de ma source de polluants parce que je suis gêné par le mandrin, par mon système de lubrification. Il faut que je conserve un visuel sur la tâche. Donc, on commence à usiner et le problème, c'est qu'on est sur de la vaporisation. Donc, c'est un gaz, il va prendre, si on le laisse s'expanser, il va prendre tout le volume qu'on lui concède. Et comme on ne peut pas être directement à la source de la pollution, on ne pourra pas capter. On va capter une certaine partie, mais on ne sera pas efficace à 100%. Donc, ce n'est pas une bonne solution pour protéger nos salariés de cette vaporisation et de ces produits toxiques. De plus, je vais usiner ma pièce sur toute sa longueur, donc je vais déplacer le chariot, mais également la source de pollution. Et donc, c'est un peu illusoire de penser que l'opérateur va bouger le bras aspirant au fur et à mesure qu'il va déplacer le chariot. Oui, dans les documents administratifs, oui, peut-être c'est marqué, mais dans la réalité du quotidien, il n'y aura pas le temps. Il est concentré sur sa tâche, sur son usinage, et il ne va pas penser justement à sa protection. C'est comme ça. Et on ne peut pas compter sur lui pour déplacer le bras, pour dire d'aspirer la pollution. Et en même temps, on a bien vu qu'on ne captait pas la totalité de cette vaporisation. Alors maintenant, c'est du cas par cas. Si jamais on dédie cette machine à un type de pièce particulière, des grandes séries, on va dire, avec une géométrie qui n'est pas évolutive et puis des distances, une taille aussi qui reste constante plus ou moins, qui est régulière, je vais y arriver, une taille plus ou moins régulière. Dans ce cas-là, au cas par cas, c'est mettre un capteur vraiment à la source qui va intégrer le système de lubrification, qui va être intégré au chariot et qui va se déplacer avec la source de pollution. Là, on peut penser ce genre de choses. Mais il faut vraiment que on ait un encombrement des pièces qui soit connu et qui ne soit pas trop évolutif. Mais au cas par cas, des fois, on peut capter directement à la source sur ce genre de machine, mais il faut que on dédie cette machine à un type de pièce particulier. Si on veut simplifier les choses et puis être beaucoup plus flexible, on va capoter directement ces machines. Faut-il encore que la géométrie de cette machine s'y prête? Parce qu'il faut conserver l'accès. J'ai un problème de défilement. Voilà. Donc là, on va pouvoir conserver le nuage de pollution à l'intérieur de cette enceinte. On a bien dimensionné notre ventilation. On va dire qu'on génère plus ou moins 50 m3 de polluants à l'heure et on a un ventilateur qui extrait 100 m3. Donc c'est bien. On a un bon équilibre. On est un peu surdimensionné. Il y a un truc qui n'a pas été. Je reviens en arrière parce que voilà, j'ai passé une slide. En fait, ce que je disais, il faut que la machine, la géométrie de la machine permette de recevoir un capotage parce qu'il faut conserver l'accès aux commandes. Ou bien on met en place des commandes déportées, mais ça commence à chiffrer financièrement. Mettre un capot plus des commandes déportées. On peut se poser la question si ce ne serait pas intéressant plutôt d'investir dans un nouveau centre numérique. Et admettons que on capote la machine et puis on a toujours accès aux commandes. Donc là, on a sécurisé l'ensemble. Et donc, ces polluants vont se retrouver dans cette enceinte et vont être évacués, rejetés à l'extérieur au fur et à mesure de la génération des polluants. Donc, lorsqu'on a mis ce système en place, on va mettre un asservissement et une temporisation, tant qu'à faire. L'asservissement, c'est-à-dire que lorsque je vais ouvrir le capot, j'envoie un signal électrique, je coupe un circuit et je coupe la machine. Donc, je vais arrêter la rotation du mandrin et je vais éviter justement l'accès aux parties mobiles parce que ça peut générer des accidents très, très, très graves. Donc voilà, plus d'alimentation de la machine, j'arrête la rotation de mon mandrin, donc je sécurise l'environnement. J'envoie un signal au ventilateur pour lui demander de s'arrêter, mais pas tout de suite. La temporisation, je lui dis, tu t'arrêtes, mais tu continues à fonctionner le temps que tu vas vider l'enceinte de ces polluants. Donc, je ne sais pas, il va fonctionner encore 30 secondes, 1 minute, selon le volume et le débit d'aspiration qu'on a mis en œuvre. Et une fois que
le polluant est vidé, on a vidé l'enceinte de ces polluants, il renvoie un signal électrique au contacteur qui dit « Vas-y, tu peux ouvrir le loquet de fermeture » et là, on peut accéder à l'intérieur de la machine de façon sécurisée. Donc, asservissement pour arrêter le fonctionnement de la machine, pour éviter l'accident dû à l'entraînement et l'accès aux parties mobiles, et ensuite la temporisation pour vider l'enceinte de ces polluants. Donc, on a fermé l'ensemble de cette machine, c'est bien, mais on va générer des copeaux, donc il faut les évacuer, ces copeaux. Admettons toujours que la machine, la géométrie de la machine s'y prête. On a une pelle d'évacuation et on rappelle les températures de contact qu'on peut avoir. Donc, on va avoir des copeaux qui vont être enrobés d'huile, qui peuvent temporiser encore un petit peu des produits puisqu'ils sont chauds. On peut avoir aussi des produits de dégradation, des huiles entières qui sont prêtes sur ces copeaux. Donc, ils peuvent émettre encore dans les bacs de récupération des produits qui vont être toxiques et qui vont se retrouver dans l'environnement des salariés. Donc, de la même façon qu'on a capté vraiment l'activité au niveau de la génération du brouillard d'huile, on va faire la même façon sur les bacs de récupération. On va mettre un capteur qui permet l'acheminement des copeaux jusqu'au bac et qui va éviter à la vapeur, aux gaz qui sont générés, de ressortir de l'enceinte. Et on rejette le tout à l'extérieur du bâtiment. Donc, à savoir, quand on va faire une modification sur une machine, il y a une certification CE quand vous achetez votre machine, vous perdez cette modification. C'est un peu comme votre véhicule personnel, vous avez une garantie. Si vous ne faites pas les révisions en temps et en heure, vous perdez cette garantie. Bon, il y a un maintien en état de conformité déjà qui est prévu par le fabricant. Il faut le drastique, sinon vous perdez cette certification. Donc, si la machine a une dizaine d'années, à mon avis, on a dû omettre de faire quelques révisions durant cette période. Donc, bon, à mon avis, la certification, on l'a certainement perdue. Néanmoins, avant de démonter quelques boulons que ce soit, on va rédiger un dossier de modification. On se met autour de la machine avec les opérateurs, avec le responsable de maintenance, avec les personnes du département recherche et développement, et puis on regarde un petit peu comment on va modifier cette machine, de quelle façon, est-ce qu'on va toucher à son intégrité. Bon, à partir du moment où je mets un asservissement, je change le circuit électrique, donc j'ai perdu ma certification. Mais on regarde si on ne déplace pas de risque, si on n'en génère pas des nouveaux, et on demande surtout aux opérateurs si on ne va pas générer une contrainte supplémentaire au niveau de l'activité. Parce que si vous générez des contraintes supplémentaires, vous pouvez être sûr que votre capot sera ouvert ou démonté en permanence. Il faut que ce soit aussi facile de travailler qu'auparavant. Alors, ce n'est pas évident, je le sais, mais bon, il faut partir de ce principe-là. Une fois qu'on s'est bien mis d'accord, qu'on est d'accord sur la modification, on l'a écrit, eh bien, on fait cette modification et puis ensuite, on fait une évaluation des risques. On regarde si on n'a pas généré de nouveaux risques ou si on n'en a pas déplacé des risques qui étaient déjà présents au préalable. Donc là, on part dans le bon sens puisque on a interdit l'accès aux parties mobiles. Ça, c'est d'ailleurs une très bonne chose sur ce type de machine. Et on va faire attention à tout ce qui est électrique, hydraulique, pneumatique. Un flexible mal dimensionné peut exploser, mais ça, visuellement, si on n'a pas les compétences dans le domaine, on ne pourra pas le voir. Donc, si on n'a pas les compétences, on se fait accompagner par les gens qui ont des compétences dans le domaine. Ensuite, on va mettre à jour la notice d'instruction. Donc, on intègre le dossier de modification à la notice d'instruction. Comme ça, le prochain responsable de maintenance qui va arriver va pouvoir avoir cette information s'il n'y a pas eu le temps d'échanger avec le responsable de maintenance qui est parti actuellement à la retraite. Ça arrive très souvent. Donc, toujours bien écrire ce qu'on a fait au niveau des modifications et l'intégrer dans la notice d'instruction de la machine. Maintenant, si on a des doutes au niveau de la réglementation et on a peur d'avoir généré des nouveaux risques, et on se fait accompagner tout simplement par un organisme de contrôle du type Socotec ou APAV. Alors, ils ne sont pas simplement là pour faire des rapports de conformité, ils vont vous faire un rapport de conformité, mais ils ont surtout des compétences en mécanique et en réglementation. Et donc, ils vont vous dire, par exemple, vous mettez une 23 voies à cet endroit-là, au niveau du circuit électrique, et là, vous récupérez votre certification CE, et surtout, vous êtes en accord avec la directive machine, donc vous possédez une machine qui a un haut degré de sécurité. Donc, il faut demander une accréditation de 1.5 en règle générale pour être sûr que les gens ont les compétences pour vous accompagner dans ce genre de modification. Voilà, une petite aparté sur la modification des machines. Là, on revient sur un tour plus récent, donc numérique. Donc là, logiquement, si on a bien dessiné la pièce, si on a bien programmé la séquence d'usinage, logiquement, tout se fait tout seul, c'est fermé, c'est capoté. Le seul problème, c'est que souvent, ces machines sont avec un système
d'aspiration et de filtration intégrés qui rejettent les polluants à l'intérieur de l'atelier. Et ça, c'est des retours d'expérience qu'on peut avoir, notamment dans le Vimeux, où ils ont beaucoup d'activités d'usinage. Et ils ont des machines de ce type très récentes, avec des systèmes comme ça qui sont intégrés. Et ils nous disent que bon, ben, la filtration, elle a vraiment ses limites. Donc ça fonctionne bien quelques jours, quelques heures. Et ensuite, ils disent bon, les filtres sont très rapidement saturés, quoi, et on ne peut pas les changer tous les 2 jours, ce n'est pas possible. Donc, on voit bien que dans l'environnement de ces machines, on a des corps gros qui se retrouvent au sol, sur les murs, sur les capots des machines. Donc, la filtration, elle a vraiment ses limites. C'est pour ça qu'on vous conseille de rejeter les polluants à l'extérieur. Comme a pu le dire mon collègue, on a des produits qui sont vraiment délétères pour l'organisme, qui peuvent générer des cancers, des choses comme ça. Donc, on rejette les polluants à l'extérieur, car la filtration, elle a vraiment ses limites, surtout sur des brouillards d'huile comme ça. Donc, voilà. Ce qu'on n'avait pas vu tout à l'heure, ce qu'on aurait dû intégrer également à notre tour traditionnel, c'était une station de filtration. Je projette de l'huile pression pour refroidir, pour lubrifier ma pièce ou les deux. Et puis, je récupère cette huile par gravité et je vais venir filtrer. Bon, elle est chargée en particules métalliques. Ces particules peuvent aussi se dissoudre, hein, comme a dit Philippe au préalable. Et donc, bon, cette station de filtration, elle va émettre quand même des produits un petit peu dangereux pour la santé. Donc, on va aussi la capter. C'est aussi dans cette station qu'on va régénérer nos huiles, on va faire les contrôles de pH et tout ce qui s'ensuit. On a beaucoup de retours d'expérience d'entreprises qui ont pris un contrat de maintenance pour dire de gérer la maintenance de leurs huiles directement avec leurs fournisseurs d'huile. En fait, bon, le tarif apparemment, il n'est pas si élevé que ça. Ils sont très contents des prestations. Il y a des contrôles mensuels qui sont faits de pH et tout ce qui s'ensuit avec un rapport qui est donné à la clé. Et en fait, ils disent aussi qu'au niveau de la qualité d'usinage, on garde une huile qui a toujours un pouvoir lubrifiant qui est quand même élevé. Parce qu'il n'y a pas ce phénomène de dégradation, puisqu'on va régénérer au fur et à mesure l'huile durant sa dégradation. Donc ça, c'est assez intéressant. Bon, cette huile, elle est chargée. On est sur un système de filtration avec des particules qui sont dégradées. On va échauffer aussi l'ensemble selon le procédé d'usinage. Donc, de la même façon, puisqu'on a des températures assez élevées, de la même façon, on va certainement diffuser des particules dans l'environnement des salariés. Donc, de la même façon qu'on a traité les bacs de récupération des copeaux, on va faire la même chose pour la station de filtration. Donc là, on a traité notre enceinte au niveau de l'usinage, on a traité la récupération des copeaux et on traite la station de filtration. Là aussi, c'est des retours d'expérience, les tuyaux qui sont positionnés un petit peu de façon lâche et qui vont générer des réservoirs. Il faut bien comprendre qu'on va aspirer les vapeurs qui vont parcourir une certaine distance, elles vont refroidir, elles vont se recondenser, elles vont former des liquides. Le ventilateur, lui, il est en capacité d'aspirer des gaz avec des petites particules. Il ne va pas aspirer des fluides. Donc, ces fluides vont se retrouver dans ces réservoirs qu'on a formés avec des tuyaux Hanley et on va finir vraiment à terme, très très longtemps après avoir exploité la machine de façon assez longue, on va retrouver des réservoirs qui peuvent boucher les conduits. Enfin, il faut un certain temps quand même pour boucher un conduit, mais ça peut arriver. Donc, ce qu'on va faire, on va tirer directement droit pour dire qu'il y a un écoulement naturel qui se fasse de ces vapeurs qui vont se recondenser dans les tuyaux. On verra aussi par la suite qu'on va parler du transport. On va éviter d'avoir des longueurs de tuyaux Hanley comme ça trop conséquentes. 1 mètre, 1 mètre 50, c'est le maximum et on va voir pourquoi par la suite. Donc là, on va passer à l'affûtage des outils. Alors, il n'y a pas forcément de lubrification, mais apparemment, on va avoir des produits qui sont toxiques pour la santé, notamment avec les outils en carbure de tungstène. Il y a des produits qui sont probablement cancérogènes ou qui le sont réellement. Et là, je vais laisser la main à un de mes collègues, donc soit Anne, soit Philippe, qui va vous parler un petit peu justement de la problématique qui est liée à l'affûtage de ces outils. Alors, je ne sais pas si vous reprenez la main, si vous êtes là, les amis. Oui, voilà. Concernant, oui, effectivement. Je coupe la caméra. À tout de suite. Et concernant donc l'affûtage des outils, comme je l'avais dit au cours de ma présentation, c'est vrai qu'il peut y avoir formation de
de métaux, notamment de cobalt, qui peuvent être solubilisés par les fluides de coupe. Donc, ce sont des produits donc, qui sont extrêmement dangereux puisque elles sont, ces molécules donc, sont cancérogènes. Hein. Donc, comme l'a indiqué donc, le collègue, donc elles sont classées donc à la fois par le CIRC donc en cancérogènes probables. Donc, ça veut dire derrière donc un certain nombre de mesures de prévention à adopter vis-à- mon donc de ce risque. Voilà. Donc là, on va laisser, donc je vais laisser à nouveau la parole à mon collègue. Donc vas-y Sylvain, donc là tu peux y aller. Je suis là, désolé. Bon, ce fut une pause de courte durée, donc on reprend. Donc ici, on va avoir un système d'affûtage avec un captage à la source. Donc on a coupé le capteur dans le sens de la longueur, et puis donc on voit la meule, et puis mon outil qui est en rouge, avec un angle particulier pour récupérer un angle de couple digne de ce nom, pour faire du travail de qualité. Donc j'ai ma meule je vais mettre ma meule en rotation, et donc je vais enlever la matière au niveau de mon outil, mais aussi de ma meule. Donc c'est une abrasion des deux parties. Donc je mets en œuvre une certaine quantité d'aspiration, on va dire une vitesse de 0,5 mètres par seconde dans mon haricot d'aspiration, ce qui équivaut à 1,8 km/h. Donc là, c'est pour la présentation. Normalement, il faut des vitesses ce genre de capteur. Donc, j'ai une vitesse de reprise de 1,8 km/h. Je mets ma meule en fonctionnement. Donc, je vais enlever de la matière sur mon outil qui se trouve en rouge. Et là, ce que je vais pouvoir observer, c'est que je vais générer des particules avec une vitesse de projection de 180 km/h. Donc là, on voit bien que l'équilibre n'est pas respecté. J'ai des projections à 180 km/h et je vais reprendre ces polluants avec une vitesse de 1,8 km/h. Alors là, ce n'est pas la nous venir en être sur un cas de figure comme ça, mais c'est de la mécanique. Simplement positionner le capteur sur la trajectoire des particules. C'est que les particules vont rebondir sur mon capteur, vont être freinées en contact de ce capteur, vont atteindre une vitesse plus ou moins nulle. Et là, le système d'extraction va les récupérer pour les transporter jusqu'au dépoussiéreur. Et la ventilation qui est mise en œuvre, c'est plus pour éviter que des particules d'inertie ne rebondissent et ne ressortent dans l'environnement de travail. Alors, la bonne nouvelle, c'est que les plus grosses particules vont attirer les plus petites. Donc, sur ce type de capteur, bon, là, on parle de 1,8 km/h, 0,5 mètres par seconde. C'était pour illustrer mes propos, pour que ce soit bien visible, hein, 1,8, 180. Dans ce type de capteur, c'est du 10 mètres par seconde qu'il nous faut. Donc, on va le fermer au maximum. On va garder, bien sûr, un visu sur la tâche. Hein. On ne va pas générer des contraintes supplémentaires. Mais il faut fermer au maximum pour récupérer des vitesses très élevées, pour éviter justement qu'il y ait des rebonds sur des particules qui arrivent avec une vitesse très élevée, qu'on a vu, 180 km/h. Donc, au moins 10 mètres par seconde, et puis on ferme le capteur au maximum, tout en conservant un visuel sur la tâche. Donc voilà pour ce type de capteur. Donc là, ce n'est pas la ventilation en aide, mais c'est vraiment l'aspect mécanique des choses. Autre retour d'expérience, si on n'a pas du captage à la source, souvent ce qu'on va voir en entreprise, c'est un dosseret aspirant. Donc on se dit, je positionne mon système devant ce dosseret aspirant, je génère une certaine quantité, une vitesse d'air assez conséquente, je vais extraire les polluants correctement. Le problème, c'est que ces dosserets sont efficaces dans la zone qui est définie par les casquettes, enfin la casquette et les joues. Je ne peux pas le pointer, je n'ai pas de pointeur, mais on voit qu'il y a des petites joues sur le côté et puis une petite casquette. Et en fait, ce dosseret aspirant, sa zone d'efficacité, c'est à l'intérieur de cette zone définie par ces joues et cette casquette. Donc la zone qui est là en bleu transparent. Et je vois bien que ma machine, mon système d'affûtage, il n'est pas dans cette zone. Donc, lorsqu'on met un dosseret aspirant en place, eh bien, on met un dosseret qui a des joues assez conséquentes, une casquette assez conséquente, et on place l'ensemble du système d'affûtage à l'intérieur de cette enceinte et on va générer des vitesses les plus élevées possibles. Donc là, à la limite, sur cette démonstration, il faudra avoir une surface ouverte qui soit le plus petite possible, toujours en conservant un visu sur la tâche. Parce qu'à la limite, comme je dis, si on peut avoir des vitesses de 5, 6, 7 mètres par seconde sur ce type d'activité, ce serait vraiment la panacée, parce que on a des vitesses de 180 km/h et on peut rebondir quand même sur le dosseret aspirant. Donc, fermer au maximum les surfaces ouvertes sur ce type de capteur. Ensuite, le stockage et le soufflage des pièces.
Lorsqu'on retire les pièces du système d'usinage, elles sont encore un peu chaudes, elles sont recouvertes d'huile, elles peuvent encore dégager. Pour le bien, il faudrait les positionner dans une enceinte ventilée. Bon, on ne va pas en demander trop non plus, mais par contre, lorsqu'on va souffler, il faut les souffler dans une enceinte adaptée à la tâche. Donc, on a bien vu, comme tout à l'heure, on pouvait le faire voir, on va souffler avec des puissances assez élevées et on va conserver de l'énergie. Donc, on va remettre des particules en suspension lorsqu'on va souffler avec des vitesses élevées. Donc, il faut vraiment avoir une enceinte qui fonctionne bien. Et comme sur le cas de figure, sur l'affûtage, il faut avoir des surfaces le plus réduites possible. Surface d'ouverture le plus réduite possible pour être sûr d'avoir des vitesses qui sont élevées et être vraiment certain que les particules vont rester à l'intérieur de cette enceinte. Donc, on a compris. Soit on capte au plus près de la zone d'émission, on va dépenser moins d'énergie puisqu'on va avoir un volume plus réduit à capter. Donc, on capte au plus près de la source si c'est possible. Et si ce n'est pas possible, on enveloppe au maximum la zone d'émission, comme on a pu voir avec notre capotage sur la machine. Donc, si vous voulez un complément d'information sur le sujet, il y a le D695 de l'INRS qui peut vous accompagner dans ce domaine. Donc là, on a vu pour le captage, on va regarder pour le transport des polluants. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut éviter d'avoir des tuyaux à nez qui ont des distances trop conséquentes. Alors, pourquoi? Pour déplacer un même volume. Là, en haut à gauche, j'ai un conduit métallique lisse. Et j'ai un conduit Hanley qui est sur la droite. Et pour déplacer avec mon conduit Hanley, je vais dépenser 6 fois plus d'énergie. Parce qu'il y a des pertes de charge. C'est-à-dire qu'à chaque anneau du tuyau Hanley, on va avoir une perturbation. Pour le conduit lisse qui est en haut à gauche, on voit que si on fait un changement de direction à 90 degrés, on respecte les règles de un coude à 90, on va mettre 2 coudes à 45 pour éviter un changement de direction trop brut qui pourrait générer aussi des résistances à l'écoulement et des perturbations. On va éviter aussi les configurations, le T qui est barré en rouge. Alors ça fonctionne pour transporter des gaz, c'est pas un souci, mais de la même façon, on va dépenser beaucoup plus d'énergie pour déplacer un même volume. Alors pour les gaz, c'est vrai. Pour les poussières, il faut faire attention à les configurations en T, parce que là, on peut avoir de l'accumulation de poussière, donc avec la sédimentation, justement, et on peut créer des bouchons. Donc, on va quand même conserver une certaine distance de tuyau Hanley pour faire la jonction entre la machine et puis le réseau d'extraction qui est fixé sur la structure du bâtiment. Comme ça, si on veut déplacer, on va dire 1 mètre, 1,50 m, si on veut déplacer la machine, on a un petit peu de flexibilité. Et si jamais un chariot élévateur vient tamponner une machine par mégarde, on n'arrache pas tout le réseau qui est attaché à la structure du bâtiment. Donc, les tuyaux Hanley, c'est bien, c'est flexible, 1 mètre, 1,50 m, on ne va pas au-dessus parce qu'après, on génère beaucoup de résistance à l'écoulement et on va dépenser de l'énergie un petit peu dans le vide. Donc, voilà pour le transport. Ensuite, la séparation. On va avoir différentes options. En premier lieu, les tricots métalliques. Donc là, on a un grillage. On voit bien la vapeur, ce qu'elle va pouvoir... ce grillage, elle va se recondenser en partie. Il y a les particules métalliques qui vont s'accrocher un peu à ce grillage métallique. Si on a une batterie comme ça de tricot, on va épurer en partie notre air qui est saturé en particules, toujours en rejetant à l'extérieur. Donc ça, c'est une bonne préfiltration, on va dire. Mais il faut avoir une batterie quand même de tricot métallique comme ça, plusieurs grilles successives pour dire de vraiment assainir l'air qu'on va rejeter à l'extérieur. Sinon, on va retrouver des cordes grasses sur les carrosseries du parking et même chez le voisin. Ça peut être gênant. Ensuite, au milieu, les médias filtrants. Donc là, c'est soit des filtres plissés papier ou tissu. Ça fonctionne bien. Le problème, on le sait bien, on a déjà fait l'essai, de l'huile et du papier ou de l'huile et du tissu. Bon, alors, ces filtres, ils sont efficaces, mais ils vont fonctionner à un temps assez court, puisqu'ils vont être très vite saturés et ils ne vont plus fonctionner. C'est un petit peu le principe que j'évoquais tout à l'heure au niveau des centres d'usinage. Comme ça, les médias filtrants type papier ou tissu, ils sont très vite saturés et ne fonctionnent plus au bout de quelques jours, on va dire, et je dirais même quelques heures. Ensuite, carrément à gauche, les séparateurs centrifuges. Donc ça, c'est bien pour récupérer l'huile. Alors ça n'a pas cette forme-là, un petit peu plus particulier. Mais ça, c'est juste un aspect mécanique des choses. Donc là, au niveau de la maintenance, il y a moins de systèmes à nettoyer, à changer. On va récupérer donc les particules, notre brouillard d'huile, avec la forme conique de notre cyclone. On va avoir la formation
d'un effet cyclonique, donc une rotation des particules qui vont venir freiner contre la surface de notre cyclone. Ils vont ralentir et on va les capter en partie basse. Et notamment, pour l'huile, on peut récupérer, recondenser les brouillards pour récupérer la matière première. Et ensuite, l'air qui est en partie, je dis bien en partie, on le rejette en partie haute, là, la flèche. Et on peut encore avoir une batterie de filtres successifs, par exemple en tricot métallique, pour dire d'épurer encore l'air avant de l'acheter à l'extérieur du bâtiment. Donc ça aussi, sur ce genre de système, il faut prévoir une ventilation plus conséquente pour passer cette perturbation qui va générer un peu comme les tuyaux Hanley, des pertes de charge, des résistances à l'écoulement. Mais bon, apparemment, pour récupérer l'huile, les séparateurs centrifuges, il y a des choses qui sont très efficaces, selon le retour des fournisseurs. Ensuite, il y a les systèmes électrostatiques, ioniser les particules. On enlève une charge électrique, on en ajoute une, et puis on va venir sémenter, entre guillemets, sur les tricots métalliques qui sont positionnés comme ça en batterie. Et là, on va avoir une efficacité, bien sûr, accrue comparativement à un système passif. Mais on ne va pas non plus pouvoir épurer la totalité des polluants. On ne peut pas rejeter à l'intérieur du bâtiment, même si c'est annoncé de cette manière par les fournisseurs. On a une épuration qui est plus élevée, mais on n'est pas sûr à 100% de protéger nos salariés. Ensuite, bon, moi, je chauffe mes ateliers pour le bien-être de mes opérateurs et aussi pour mon activité, pour le process, pour éviter la dilatation des pièces. Et vous me dites derrière qu'il faut rejeter toutes mes calories à l'extérieur du bâtiment. Moi, ça m'embête un petit peu. Et je le comprends. C'est tout à fait normal. Donc ça, c'est un système, c'est un échangeur. Cet échangeur, c'est un de vos confrères de Strasbourg qui a mis ça en œuvre pour récupérer justement ces calories. Donc, comment ça se passe? En partie basse, j'ai un conduit rectangulaire. Je vais rejeter mon air chaud de l'atelier, on va dire qu'il est à 20 degrés, et en partie haute, je vais récupérer l'air froid qui vient de l'extérieur, qui est par exemple à 0 degré. Et à l'intérieur, je vais avoir des cellules. Et on va échanger justement l'air chaud et l'air froid dans des conduits différents pour qu'il n'y ait pas d'échange direct, mais il va y avoir un échange de calories. Donc, comment ça se passe? On a des cellules, et en fait, il faut bien sûr respecter l'équilibre entre la quantité d'air chaud qui va sortir et la quantité d'air froid qu'on fait entrer. Et donc là, les flèches en rouge, c'est l'air chaud qui vient de l'atelier. Alors, il faut imaginer qu'on a des cellules très petites. On est en serpentin sur des centaines de mètres. Hein. Et puis, l'air froid qui vient de l'extérieur. Et puis, on va avoir un échange de calories. Donc, sur le papier, je dis bien sur le papier, j'ai déjà vu des rendements qui allaient jusqu'à 70%. Bon, ça me paraît beaucoup, mais apparemment, c'est ce qu'on pourrait obtenir. Bon, même si on arrive à récupérer 7, 8, 9 degrés, c'est déjà pas mal. On ne rejette pas au moins la totalité de nos calories à l'extérieur du bâtiment. Ce qui est un peu dommage, bien sûr. Donc, on peut récupérer une certaine quantité de calories. Et puis, voilà, pour récupérer une température de travail optimale, 15 degrés. Je pense que c'est bien dans les ateliers. Donc, voilà pour ces échanges. Donc, voilà, j'ai fini pour ce qui était de la ventilation. Alors, si vous faites appel à un prestataire en ventilation, ne vous contentez pas d'avoir un devis qui va évoquer la puissance d'un ventilateur, 100 000 m3, même s'il le faut, ce n'est pas l'idée. C'est que ça ne nous garantit pas à 50 mètres plus loin, après avoir parcouru un réseau d'aspiration, des changements de direction, des changements de section, que j'aurai la même puissance à 50 mètres. En fait, on ne procède pas comme ça. On veut demander des objectifs de résultat à notre prestataire de service, à notre installateur en ventilation. On va lui demander des vitesses d'air dans les capots. Sur la machine, par exemple, la plus loin, qui est la plus éloignée du réseau de mon ventilateur, je vais demander 1 mètre par seconde dans l'ouverture que j'ai dans mon capot. Ça va être notifié dans le devis et à la réception, à la mise en service du système, le fournisseur fait il consigne ses valeurs dans un dossier de valeur de référence et il vous remet le dossier de valeur de référence. Et lorsqu'il a atteint ces mesures, ces vitesses qu'il avait sur lesquelles il s'était engagé dans le devis, là, vous finalisez le paiement, vous conservez plus ou moins 15%. C'est plus ou moins ce qu'on préconise dans ce domaine-là. C'est on conserve 15% et on finalise le paiement une fois que ces vitesses d'air ont été réalisées par le prestataire. Si vous voulez être accompagné dans le domaine, il y a le D6366, réceptionner et contrôler une installation de ventilation. Et sinon, on reste à votre disposition pour étudier vos devis, pour vous conseiller au mieux, pour dire que vous puissiez dépenser votre argent correctement et de façon efficace. Donc voilà, je vous remercie de votre attention.
Merci à Philippe et à Sylvain pour leur présentation. Nous allons passer au jeu de questions-réponses. Nous avons 3 questions. Alors, je vais passer à la diapo suivante. Alors, surtout, si vous avez des questions qui vous viennent après ce webinaire, n'hésitez pas à reformuler vos questions via les coordonnées mentionnées sur la slide. Donc, ici à gauche, là, vous avez les contacts des intervenants. Et en haut à droite, vous avez 2 adresses génériques. La première concernant les risques chimiques et la seconde concernant les risques physiques, donc sur lesquels vous pouvez nous contacter pour toute information sur le risque chimique et physique. Donc, je vais prendre une des questions. Alors, je vais prendre la question de Rémi. Pour un tour traditionnel avec aucun système de ventilation ou filtration, comment peut-on mesurer le risque chimique sur les postes de travail à proximité? Donc, pour ce faire, vous pouvez faire appel à la métrologie, donc des prélèvements d'atmosphère. Nous pouvons, donc la CARSAT Hauts-de-France, le laboratoire de chimie, peut équiper les salariés de pompes avec des supports de prélèvement au niveau des voies respiratoires pour évaluer l'exposition donc du salarié, du niveau de concentration des salariés au brouillard d'huile, par exemple. Et on peut faire également des prélèvements d'ambiance où là, donc, on installe une pompe à proximité des postes de travail pour voir le transfert de pollution du poste de travail au sein de l'atelier. Donc, Rémi, je vous invite à nous contacter via l'adresse générique le risque chimique pour nous pour qu'on puisse intervenir, par exemple pour faire l'identification des produits chimiques au sein de votre entreprise et évaluer le niveau de concentration des salariés à certains produits chimiques via la métrologie. Deuxième question, c'est une question de Pierre qui demande de développer un peu le recyclage et la régénération des huiles. Et est-ce que la filtration microporeuse entre dans ces catégories? Philippe pour répondre à cette question. Alors, concernant cette question, donc, je vais vous présenter un peu les grandes lignes d'un traitement de régénération des huiles. Alors, la régénération des huiles s'effectue donc en 2 étapes. Il y a tout d'abord un pré-traitement et un traitement proprement dit. Dans le pré-traitement, donc, il y a une décantation, une filtration, une déshydratation. Alors, cette filtration peut être plus ou moins fine. Donc, la filtration grossière, c'est au travers de grilles. Et la filtration vraiment qui est optimum, c'est la filtration microporeuse. Donc, en résumé, donc, la filtration microporeuse, c'est le pré-traitement. Ce pré-traitement n'est pas suffisant pour garantir donc une huile de qualité vraiment optimum. Ce qu'il faut donc, c'est que ce fluide qui est utilisé, il doit subir un traitement proprement dit. Et ce traitement proprement dit, donc il doit se faire au travers de filtration sur des terres activées et il doit subir donc une hydrogénation catalytique. Et le NEC plus ultra, c'est une distillation donc de cette huile. Et là, on obtient donc une huile qui est de qualité, on va dire, à peu près similaire à une huile neuve. Donc, en résumé, la filtration microporeuse n'est qu'un pré-traitement. Donc, ça permet d'éliminer un certain nombre de polluants, mais pas de la totalité des polluants. Voilà. Merci Philippe. Une troisième question, peut-être pour Sylvain. Alors, c'est une question de François. Quelles sont les contraintes d'un rejet extérieur vis-à-vis de l'environnement? Y a-t-il des seuils à ne pas dépasser? Alors, c'est vrai que là, on est sur un problème environnemental. Tu as… J'ai pas… Désolé. C'est vrai que là, on est… Voilà, c'est ça. On est plus sur un problème majeur de santé environnementale. Qu'on a protégé les salariés,
quelque part, on ne s'occupe pas vraiment de l'environnement, c'est pas bien, mais bon, c'est pas notre priorité principale, on va dire. Nous, on regarde vraiment la santé des salariés, donc on rejette les polluants à l'extérieur. Bien sûr, il faut une batterie de préfiltration pour rejeter un air qui n'est pas totalement vicié, quoi, qui a été quand même préfiltré une paire de fois avant d'être rejeté à l'extérieur. Mais ça, je ne peux pas vous renseigner là-dessus. Il faut contacter directement l'Adréal qui vont vous donner les seuils les seuils auxquels vous pouvez prétendre à rejeter à l'extérieur. Désolé. Ma langue a fourché. Okay. Donc, au niveau des questions, donc plus de questions. Donc, ce webinaire sur les huiles de coupe touche à sa fin, en espérant donc qu'il ait répondu à vos attentes et interrogations. Donc, désolé pour les petits problèmes techniques de son en début de webinaire. Donc, pour des compléments donc d'informations, donc n'hésitez pas à nous contacter via donc les contacts mail communiqués. Le support de présentation en PDF sera disponible sur la plateforme Webikeo juste après donc là ce webinaire, ainsi que le replay. Donc le replay, comme il faut le compresser, donc il sera disponible donc plutôt en fin de journée ou au plus tard demain. L'équipe des intervenants donc vous remercie beaucoup pour votre participation. Nous vous souhaitons une bonne continuation et espérons vous retrouver un prochain webinaire sur les risques chimiques et physiques. Au revoir à tous. Merci. Merci et bonne journée. Merci à tous et puis merci pour votre attention et je vous souhaite également une bonne journée.